Choix 98.1 Radio X. Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. 18h43 pour nous joindre en studio, c'est le 88-670-9098, 88-670-9098, 1877-440-2464. C'est le petit moment de Maître Marc Bellemare, son commentaire. Comment allez-vous, Maître Bellemare? Ça va très bien. Et vous deux? Ça va très bien, ça va très bien. Brandon aussi va bien. Vous passez une belle fin de semaine? Oui, ça a été une des... écoute, on se demande, je pensais faire du vélo, mais à 12 degrés, là, moi, je ne suis pas porté à me mettre un surtout ou un gros chandail ou m'habiller en hiver pour faire du vélo, là, pas bien d'accord. Alors, quand il fait 14, 13, 12 degrés, c'est un peu froid. Mais c'est de valeur parce que c'est très beau dehors, même quand c'est ensoleillé, mais écoute, c'est ça le problème de l'automne, hein? Tu peux pas faire de ski, il n'y a pas encore de neige, tu peux pas faire grand-chose. Octobre, novembre, ça va en décembre avant qu'il tombe un peu de neige pour faire des sports d'hiver, mais il y a quand même une couple de mois de l'année comme ça où on peut pas faire grand-chose en termes de... à part de contempler les paysages magnifiques. Oui, c'est ça. Ben moi, je me ferai pas d'amis en vous disant que l'automne puis le printemps, c'est mes deux saisons préférées en raison du temps en raison de la température. J'aime pas ça quand c'est trop froid, j'aime pas ça quand c'est trop chaud. Moi, l'automne, me promener dans le bois, là, ça fait partie des plus beaux bonheurs que je peux avoir. Si je peux être dans le bois avec mes gars, là, c'est le paradis pour moi. Là. Je choisirais le bois avec mes gars plutôt que le Mexique tout seul. Là. Il faudrait que ça reste comme ça, là. Ah oui. On rentre dans le congélateur tranquillement, là. C'est ça. Mais nous autres, ceux qui font l'horoscope, là, comment ils s'appellent? Ah, les environnementalistes, là. Les météorologues, là, c'est eux qui font l'horoscope, là, l'horoscope de la météo. Ils ont dit qu'on allait avoir un hiver doux? Je sais pas. L'an passé, ça a été pas pire, si mon souvenir est fidèle. Hein? Ouais. L'an passé, il n'a pas fait très froid, mais en tout cas, écoute, il reste là que le mois d'octobre, là, c'est beau, mais tu sais, pratiquement, là, à part faire des marches dans le bois puis d'aller fendre ton bois pour l'hiver, là, c'est plus limité comme sortie, comme possibilité de sport extérieur. Maître Bellemare, ce soir, Brandon va être très à l'écoute de votre chronique puisqu'on parle d'harcèlement au travail. Je suis toujours à l'écoute. Mais j'ai eu beaucoup d'harcèlement de Yannick. Est-ce que Brandon vit du harcèlement actuellement? On va faire une thérapie en même temps. Ben, c'est le cas de tous les nouveaux à Radio X, Maître Bellemare. On essaie de casser un peu leur ego. OK, il y a comme une initiation, comme on avait dans les écoles autrefois. Oui, c'est ça. On les prépare aux messages textos qu'ils vont recevoir là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Puis une fois qu'on a fait notre travail, après ça, on les laisse voler de leurs propres ailes. Alors, le harcèlement au travail, harcèlement psychologique existe dans nos lois et je dirais qu'il existe comme jamais auparavant. Depuis 2004, au Québec, on a voté dans la loi des normes du travail une disposition qui interdit toute forme de harcèlement au travail. C'est dans nos lois, c'est utilisé régulièrement. J'ai, moi, au bureau, presque quotidiennement des appels de gens qui se disent harcelés au travail. Le problème, c'est d'en faire la preuve. Et écoute, c'est extrêmement difficile de faire cette preuve-là parce que les harceleurs sont précisément des gens, en général, assez intelligents, qui choisissent de procéder sans laisser de traces. Bien que j'ai déjà eu un cas, moi, où la personne laissait des menaces sur un répondeur. Alors, ça, c'est l'imbécile heureux là, qui harcèle au téléphone, qui laisse des messages sur le répondeur. Mais aujourd'hui, les harceleurs sont plus raffinés. Et en général, on n'a pas de caméra, on n'a pas de vidéo, on n'a pas d'audio non plus. Et ça complique singulièrement la preuve parce que si tu es victime de harcèlement au travail, le harceleur, par définition, est quelqu'un qui est au travail, quelqu'un qui est en autorité, bien que des fois, c'est des collègues qui sont les harceleurs et non pas un supérieur. Ouais. Alors, l'affaire, c'est que les témoins potentiels, qui sont d'autres employés qui ont assisté à des scènes disgracieuses, pourraient venir témoigner, mais la plupart du temps, ils n'iront pas. Parce que l'intérêt du témoin, c'est son employeur. C'est lui qui donne ton chèque de paye. C'est lui qui donne les congés. C'est lui qui donne les promotions.
et c'est de lui dont tu as besoin. Le pauvre harcelé là, qui est en dépression majeure à la maison puis qui est arrêté de travailler sur l'assurance salaire depuis 7-8 mois, là, c'est quoi ton intérêt comme collègue de travail, ex-collègue de travail, de l'aider par ton témoignage, sachant que ton témoignage peut avoir un effet déterminant sur sa cause. Et s'il gagne sa cause, ben, l'employeur perd la sienne. Et là, ça commence à être du trouble parce que tu n'as pas le goût comme témoin potentiel d'une cause de harcèlement de vivre la même chose que le harcelé qui a porté plainte. Mais Alors, l'harcèlement, Maître Bellemare, là, comment l'harcèlement peut être défini? Parce que j'ai l'impression que si vous m'aviez posé si vous m'aviez posé la question, c'est quoi du harcèlement au travail dans les années 80 versus 2020, ça aurait pas été la même chose. En 2020, maintenant, si on a des employés qui arrivent sur le marché du travail, juste de demander des objectifs, c'est pratiquement vu comme du harcèlement. C'est quoi la définition du harcèlement au travail? ben, si c'est du harcèlement sexuel, par exemple, des attouchements non sollicités, même si c'est pas sur les parties génitales, même si c'est pas sur les seins, une main sur l'épaule, une main derrière le dos, une petite friction sur l'épaule, ça, c'est inacceptable. Si tu n'as pas le droit d'avoir un comportement qui suggère des rapprochements physiques avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, ça, c'est plus clair. Maintenant, dans ces cas-là, très souvent, c'est la victime du harcèlement qui va témoigner. Et je te dirais que dans ces cas-là, c'est un petit peu plus facile parce que les juges sont parfaitement intolérants à ce genre de comportement-là. Mais si c'est du harcèlement du type il me regarde plus, le patron me dit plus bonjour quand il rentre au bureau le matin, il m'a pas invité à telle ou telle réunion, il m'a refusé mes vacances, ça c'est plus touché parce que je te dirais qu'il y en a qui voient du harcèlement partout. Exact. Le harcèlement, c'est pas... tu sais, il y a encore un patron, puis quand t'es valet, t'es pas roi. Hein? Ça, c'est important de le comprendre. Puis, il y a des gens qui comprennent pas ça et qui pensent que parce que le patron t'a refusé tes vacances aux dates que tu voulais, alors que depuis 20 ans, tu as toujours décidé toi-même de tes vacances, c'est pas du harcèlement. T'sais? Surtout qu'il change de gestionnaire une fois de temps en temps. Et le patron que tu as, avec qui tu t'entends si bien, ben c'est pas un droit acquis, c'est pas éternel, il va finir par prendre sa retraite, ou il va finir par partir, ou être muté ailleurs, puis là, c'est une autre personne qui va prendre sa place. Et peut-être que cette personne-là n'a pas les mêmes pratiques, n'a peut-être pas le même ton, n'a peut-être pas les mêmes habitudes, n'a peut-être pas la même courtoisie, mais c'est pas du harcèlement. Alors, le harcèlement, là, au niveau de la CNESST et du tribunal administratif du travail, c'est un comportement qui s'écarte nettement de ce à quoi on s'attend d'un employeur correct au Québec. Alors, ça veut dire que ton patron, c'est pas nécessairement le meilleur, ton contremaître, c'est pas nécessairement le plus intelligent puis le plus affable, mais ça veut pas dire parce qu'il est un peu sec ou parce qu'il corrige dans tes fautes ou dans tes erreurs que c'est du harcèlement. Alors, le droit de gérance, ça existe encore. Maintenant, ça doit être utilisé de façon correcte. Et s'il y a des comportements répétés, diversifiés, qui sont violents, comme par exemple des insultes, c'est sûr que dire à quelqu'un t'es un hostie de tête de cochon ou t'es un imbécile, surtout quand c'est devant des témoins, c'est inacceptable. Et ça, je te dirais que quand j'ai quelqu'un dans mon bureau qui me raconte avoir été victime de harcèlement, je lui demande tout le temps, là, donne-moi là, les 3 choses les pires qui ont été faites au cours de la dernière année. Les 3 phrases les plus inacceptables, les 3 insultes, les 3 réprimandes, les 3 choses les pires qui ont été faites. C'est sûr que si tu ne scores pas avec les 3 pires comportements, mais tu ne scoreras pas avec les 10 autres. OK. Est-ce que captation vidéo ou encore captation audio, on a le droit de faire ça puis produire ça en preuve? Oui, tout à fait. C'est tout à fait admissible en preuve, surtout devant le tribunal administratif du travail, qui est un tribunal administratif, par définition, qui applique des règles de preuve extrêmement souples. Les captations audio et vidéo sont admissibles en preuve et on a le droit d'enregistrer une personne à son insu en autant qu'on est deux sur la ligne. Ça veut dire que moi, si je t'appelle et je te parle de quelque chose,
puis je te dis, écoute, là, ton comportement hier soir, c'était inacceptable, puis tu m'as fait de la peine, puis je dors plus, puis ça. Là, tu te mets à m'engueuler. Ben, si c'est capté audio, ça va être admissible en preuve. S'il y a plus que 2 personnes, ça devient de l'écoute électronique. Ça devient une captation de conversation à l'insu de l'autre personne et de plusieurs personnes. À ce moment-là, c'est inadmissible. Mais si tu appelles quelqu'un, tu l'enregistres, une conversation entre 2 personnes, c'est parfaitement admissible. Okay. Même qu'il m'est arrivé souvent de recommander à des clients d'enregistrer quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui était victime d'un accident de travail, il y a un témoin, mais le témoin, c'est le fils du boss. Le fils du boss, il a tendance à mentir parce qu'il va sauver un cas de CSST à son père. Alors, dans ce temps-là, je dis, dépêche-toi de l'appeler, puis de poser des questions, fais-les parler. Tu sais, ouais, t'étais là, tu te souviens-tu qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, il va parler, puis des fois, c'est tellement drôle, parce que les gens disent, celui-là, j'irai jamais dire ça devant le juge, tu sais. Ah ouais, ils disent pendant la conversation qui est enregistrée, wow. Ben oui, mais c'est parce que les gens sont plus placoteux dans ces conditions-là, parce qu'il n'y a pas de stress, surtout s'ils sont chez eux le samedi matin à 9h30, tranquille, après un bon café, ils vont être plus placoteux. C'est plus facile d'obtenir la vérité dans ce contexte-là. C'est triste à dire. C'est plus facile que de l'obtenir sous serment devant un tribunal avec le boss, l'avocat du boss qui te regarde avec les yeux sortis de la tête, tellement ils veulent pas que tu nuises à la réputation de l'employeur. Parce qu'il faut comprendre que les cas de harcèlement, pourquoi c'est contesté de façon aussi vigoureuse par les patrons? C'est parce que, contrairement à un accident soudain, subi, tu sais, je sais pas, moi, un plancher glissant, un travailleur qui se blesse en tombant sur le plancher, c'est un accident, c'est un fait isolé dans le temps, ça ne veut pas dire que ça va arriver encore. Mais du harcèlement, là, tu vas chercher, tu attaques l'âme de l'employeur, tu attaques sa gestion, tu attaques sa façon de travailler, et tu lui reproches d'avoir causé une lésion psychologique à un travailleur honnête qui n'a pas voulu ça, par ton comportement et ta mauvaise gestion du personnel. Alors, c'est là que ça devient sensible. C'est pour ça que les employeurs investissent autant dans ces causes-là, les contestants, ce qui cause d'autant plus de problèmes aux travailleurs qui, eux, doivent financer ce type de démarche-là. Souvent, c'est les syndicats qui vont s'impliquer parce que les travailleurs n'ont pas les moyens de pousser ces causes-là pendant une semaine ou deux, là, parce que souvent, ça va être des procès qui vont s'échelonner sur plusieurs journées. OK. Fait que si je comprends bien, là, pour résumer, un enregistrement téléphonique, c'est valide en autant qu'on fasse partie de la discussion. Un enregistrement vidéo ou encore une captation audio, c'est recevable à la cour en autant qu'on fasse partie de la pièce de théâtre. Exactement. Okay. Admissible. Et devant le tribunal administratif, il arrive souvent qu'on va produire des audios, des courriels, des vidéos, quand c'est possible de le faire. Mais tu sais, si tu es capable de capter, par exemple, un patron qui t'engueule comme du poisson pourri pendant 3 minutes, avec le doigt sorti, les yeux sortis de la tête, ça, là, mettre ça en preuve, si tu n'as pas d'audio, là, ça peut prendre 1 journée, puis peut-être même 2. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment il était placé par rapport à toi? Quand est-ce qu'il a levé le ton? De quelle façon il a levé le ton? C'est extrêmement difficile de prouver ce genre d'affaires-là. Pourtant, c'est crucial dans des cas d'harcèlement. Et de là, la difficulté de preuve. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travailleurs qui posent des plaintes de harcèlement, mais qui n'ont pas les outils et qui n'ont pas les éléments de preuve pour convaincre le juge, de sorte que il y a une majorité de plaintes qui sont rejetées, malheureusement. Mais ça revient à ce que vous nous dites tout le temps. Là. Quand on veut se lancer dans une aventure du genre, c'est-à-dire poursuivre Monsieur X ou Madame X pour telle ou telle raison, il faut commencer à bien documenter son affaire. Oui, puis tu sais, qu'est-ce que tu veux comme solution? Est-ce que tu veux une indemnité? Auquel cas, tu fais une plainte en vertu de la loi des normes. Est-ce que tu veux une indemnité en termes de prestations de CNESST? Parce que ça peut être considéré comme un accident de travail. Si c'est du harcèlement qui est survenu sur une période assez courte, ça peut être considéré comme un accident de travail ou une maladie professionnelle. Mais il faut que tu aies une preuve solide. Et si tu n'es pas solide, c'est mieux de ne pas y aller. C'est mieux d'attendre qu'elle soit un peu plus solide. Moi, quand les gens viennent me voir, je leur dis, montez votre dossier. Si ça se reproduit, conservez cette preuve-là, un journal de bord, prenez des notes de ce qui se passe, parce que souvent, les gens qui ont été harcelés, qui témoignent et qui sont un peu seuls de leur bord, si en plus ils ont des troubles psychologiques, ils sont anxieux, ils sont en dépression, ça ne fait pas toujours d'excellents témoins. Alors, ça, l'employeur va jouer aussi sur la crédibilité, de sorte que nous, comme avocats, il faut qu'on sache si on a véritablement une chance de succès, puis ça prend une bonne cause, parce que, puis souvent aussi,
faut faire témoigner des psychologues ou des psychiatres. Alors, il faut que tout le monde collabore parce que si le psychiatre dit, moi, je n'irai pas en cours, ça ne m'intéresse pas. Puis finalement, tu sais, c'est pas du harcèlement, c'est parce que c'est une petite nature, puis c'est pour ça qu'il est en dépression. Mais là, on a encore un problème. Fait que ça prend beaucoup d'éléments. Ce sont des causes compliquées, difficiles. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est peut-être parmi les causes les plus difficiles qu'on puisse trouver dans le domaine du droit social au Québec actuellement. Vous voulez nous parler ce soir de la SAAQ? Oui, je voudrais parler de l'accident qui est arrivé en fin de semaine à l'Ange Gardien. Pas l'Ange Gardien Québec, là. Ange Gardien Montérégie, c'est entre Granby, pour ceux qui connaissent bien la rive sud de Montréal, c'est entre Granby et Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ouais. Alors, samedi passé, il y a une petite mère qui a été blessée, morte finalement dans l'accident, Geneviève Lapointe, avec son VUS blanc et son garçon de 8 ans, sont décédés. Et c'est une route dangereuse. Et tu vois, là, dans le Journal de Québec rapporte une quarantaine d'accidents sur cette route-là. C'est la route 235 en Montérégie, jugée dangereuse par les résidents d'Ange-Gardien. Et entre 2014 et 2019, 17 blessés, selon le bureau d'enquête du Journal de Québec. Ça me fait dire quoi? Ça me fait dire qu'il y a des routes dangereuses au Québec. Et ma position, c'est que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance automobile en 1978, il y a eu une détérioration accélérée du réseau routier. Et à mon avis, là, ça s'explique, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais à partir du moment où tu ne peux plus poursuivre les gouvernements, le ministère des Transports, les villes, les municipalités, pour l'incompétence du réseau routier dont ils ont la charge, qu'est-ce qui reste comme incitatif pour les administrations publiques d'avoir des routes de qualité? Et là, on rentre dans l'hiver tranquillement, on va avoir des routes glissantes, on va avoir des problèmes de visibilité, on va avoir, évidemment, ça va prendre peut-être 3-4 semaines avant que les gouvernements municipaux et provinciaux se mettent à mettre du sel dans le chemin. Tu sais qu'ils sont toujours un peu en retard là-dessus. Et il n'y a pas de recours dans ces cas-là, parce que moi, je suis régulièrement consulté pour des cas semblables où les gens me disent, oui, il y a eu un accident, mais c'est à cause que la signalisation n'est pas bonne. Ouais. J'ai eu un cas, à un moment donné, d'un Bois-Franc, il y a quelques années, ça doit faire une dizaine d'années. Un 4 chemins, là, toutes les lumières étaient vertes en même temps. Hein? Toutes les lumières étaient vertes en même temps. Il y a une collision, le coroner fait enquête, toutes les lumières étaient vertes en même temps, on a corrigé ça, il ne faut plus que ça arrive. Moi, je comprends, mais la victime, là, qui s'est fait rentrer dedans, au 4 chemins, là, elle, ce qu'elle veut, là, c'est poursuivre la ville pour obtenir une meilleure indemnité que ce que la SAC va lui donner, mais c'est impossible. C'est impossible à cause du no-fault. Et on a juste à se souvenir de quelques événements marquants dans notre histoire récente. Le viaduc du Souvenir, tu te souviens? Oui. On se souvient tous du viaduc du Souvenir, il porte bien son nom. 18 juin 2000, un mort. Le viaduc du Souvenir, c'était Beaver Asphalt là, qui était maître d'œuvre. Il y avait du retard dans son chantier. À un moment donné, ça s'est mis à tomber. Je pense qu'il était sur l'autoroute 15. Un peu plus tard, 30 septembre 2006, le viaduc de la Concorde. Il y a ça? Oui. Je pense que c'est Pierre-Marc Johnson qui avait été mandaté pour faire l'enquête. Il y avait une commission d'enquête sur l'effondrement du viaduc de la Concorde à Laval. 5 morts. C'est la SAC qui a payé pour ça. On n'a jamais été capable, pour les victimes, parce que j'avais été consulté aussi, on n'a jamais été capable de poursuivre la Ville de Laval ou le ministère des Transports du Québec, qui était pourtant propriétaire et responsable du viaduc. Pas des jokes, là. Ouais, c'était bel et bien Pierre-Marc Johnson qui était là. Bon, un viaduc qui tombe, là, c'est pas normal, on s'entend-tu? Avec un réseau routier de 60 000 km au Québec, là, il y a les ponts, les viaducs, mais tu sais, qui peut pas poursuivre, même si ça tombe. Alors, un viaduc qui tombe, là, c'est l'incompétence parfaite. Il n'y a personne qui va soutenir qu'un viaduc s'est fait pour tomber. C'est supposé être ultra solide, mais ça a tombé en 2006. Au mois d'août 2006, la même année, je te donne l'exemple d'un monsieur Rossi, R-O-S-S-Y. Le gars a 27 ans, tiens-toi bien, là, c'est à peine croyable. Le gars a 27 ans. Il reste à Westmount. Il embarque dans son char un matin. Il a à peine le temps de mettre le contact.
il tombe sur lui un arbre de 25 mètres. Un arbre pourri à Westmount. Évidemment qu'il n'a pas survécu. Le char non plus, tout est brisé. Alors, la famille de Rossi poursuit la ville de Westmount. C'est le réflexe normal. On se dit, ça n'a pas de bon sens. C'est pas un cas de sac. Il est dans son char et il ne roule pas. Ouais. Il aurait pu être, je sais-tu, moins sur son vélo. Il aurait pu être à pied. Il aurait pu être dans un abri d'autobus. Il aurait pu être simplement piéton. Il aurait pu être dans sa maison en train d'écouter la TV. Puis l'arbre vient de tomber puis brise le toit. Puis écoute, un arbre de ce poids-là. Alors, la ville de Westmount a invoqué le no fault en disant c'est un accident de la route. Fait que là, tout le monde est parti à rire. Un accident de la route, il y a un arbre qui tombe, le gars roule pas, il est dans son char par hasard. C'est pas l'auto qui a causé l'accident. Il n'y a pas de collision, etc. Alors, mais quoi là ou non, la Cour suprême a donné raison à la ville de Westmount en disant que c'est un accident de la route au sens de la loi sur l'assurance automobile. Donc, no fault, il n'y a pas de recours. Donc, la ville de Westmount n'a pas payé une scène. C'est la SAC, c'est les cocos que nous sommes qui allons payer pour ça. Alors ça, c'est l'affaire Rossi. Et depuis ce temps-là, ça a fait des petits. Je te compte aussi l'affaire Garganciel en 2009. Garganciel, c'est assez impressionnant. Ce monsieur-là se promène sur la route. À un moment donné, il fait un embardé puis il tombe dans un fossé de 40 pieds. Alors, il y a avec lui le système Amstar là, pour alerter, aller chercher des secours quand tu es mal pris. Là. Ouais. Et donc, il y a le système, donc il est rassuré. Il dit, moi, je suis dans le fossé, mais je vais appeler Amstar, puis eux ont appelé la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec a paradé dans le secteur, ils n'ont pas réussi à trouver le char. Alors, mon gars qui était à 40 pieds dans le fossé, il a passé la nuit là. Il a été une journée et demie dans le trou. 43 heures total. Bon. Et, à cause qu'il était dans le trou, il a été amputé d'une jambe. OK? Donc, l'embardé comme tel, je comprends que c'est un cas d'assurance auto parce que c'est un accident de la route, clairement, mais l'embardé n'a pas causé beaucoup de dommages. Ce qui a causé des dommages, surtout, c'est le fait qu'il passe une journée puis une nuit dans un trou. Comprends-tu? C'est pour ça qu'il a gelé, c'est pour ça qu'il a perdu sa jambe. Fait que lui, il dit, il y a des dommages qui résultent de l'assurance auto, j'envoie ça à la SAC. Il y en a d'autres qui sont en dehors de l'accident, qui sont à cause que la Sûreté du Québec a été négligente. Ils faisaient des jokes, les agents de la Sûreté du Québec, plutôt que de chercher le gars, tu sais. Ils faisaient des jokes. Ils ont produit les bandes sonores au procès, puis les policiers disaient « Ah, il doit être en train de manger un Big Mac, puis il s'est caché. » Ils faisaient des jokes, ils ne cherchaient pas le gars. Alors, il a poursuivi, mais il a perdu pour la même raison. La Cour suprême a dit « C'est un accident de la route que tu es tombé dans le trou, puis toutes les suites immédiates de l'événement sont couvertes par la SAC. Mon Garganciel a perdu sa cause. » Ça veut dire finalement que le no-fault, autrefois, c'était assez restreint, mais maintenant, c'est devenu assez large, assez endémique. Et ça couvre même les traitements des médecins. À l'hôpital, c'est un accident d'auto. Parce que c'est arrivé, ce que je te raconte là, une madame qui s'est retrouvée dans un accident d'auto. Elle est allée à l'hôpital, je pense que c'est à la santé, à Montréal. Elle a été amputée des 2 jambes et elle a poursuivi le médecin en disant l'orthopédiste n'a pas d'affaire à m'amputer, c'est une faute professionnelle. Alors, le médecin a évoqué le no-fault en disant mais c'est une victime de la route, ça. Même si l'amputation est survenue 9 jours après l'accident, la Cour suprême a dit le docteur il est protégé par le no-fault, il n'y a pas de poursuite, madame, envoyez votre paperasse à la SAC. Ben là. Elle a beaucoup moins d'argent à la SAC que dans un recours civil. C'est pas comparable. Alors, c'est malheureux, mais les victimes doivent faire face à ça. Et alors, la petite mère de l'ange gardien, là, qui est décédée en fin de semaine avec son fils, à cause que la route est dangereuse, puis que c'est un tronçon que le gouvernement n'a jamais voulu améliorer ou corriger, ben la ville ne sera pas poursuivie, ni le gouvernement. Fait que c'est pas demain la veille qu'on va avoir des routes qui ont de l'allure moyenne. Maître Bellemare, pour des dossiers de CNESST, des dossiers de SAC, des dossiers d'IVAC, comment on peut vous retrouver sur les internets? On va sur bellemareavocat.ca, c'est très facile. Et puis, on a un service téléphonique au bureau de 8h à 5h l'après-midi. Alors, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Allez en paix, votre BA de la semaine a été fait. Merci. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Maître Marc Bellemare, toujours aussi intéressant, on vient. Marceau, le soir. Marceau. Interesting. Radio X.